L'Afrique est un continent pauvre parmi les plus pauvres, malade de pratiques douteuses et de mauvaise gestion, exsangue, mais loin d'être démuni, à condition que certains parmi les pays les plus chanceux du continent aient la chance d'être dirigés par des hommes justes, rigoureux et ayant un esprit éclairé. Même si certains de ces choix économiques ont pu être contestés, le président Gnassingbé Eyadema était de ceux-là. Le Togo, dans les années 80, on le surnomme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Petit pays qui s'étire tout en longueur entre l'ex-Dahomey et le Ghana est appelé à devenir la petite Suisse africaine. Un surnom qui ne doit rien au hasard, tant le pays se distingue par l'ordre et la discipline qui y règnent, ainsi que ses résultats économiques. Et pourtant, lorsqu'il prend le pouvoir, le Togo est un pays au bord de la faillite. Il y avait rien avant. Évidemment, il y avait l'hôtel de Bénin, qui est maintenant l'hôtel Ibis, qui est là. Mais on a essayé de faire tout sur toute l'étendue du pays. Depuis la mer jusqu'à la savane, les bas. Donc, on a travaillé dur. Hein. On a travaillé dur. Dès lors, le seul et unique combat de Eyadema reste la reconstruction économique de son pays et le bonheur de ses populations. Agriculture, industrie, tourisme, éducation, infrastructure, son chantier est immense, sa volonté aussi. Dans cette Afrique des années 70, son outil est celui de tout le monde. La planification est son credo. Le patriotisme aussi bien pour l'État que pour les populations. Tous se mettent au travail. À l'État de fixer alors les orientations et les objectifs à atteindre, il devient le premier entrepreneur du pays. Aux Togolais de travailler pour les rendre concrets. C'est l'âge d'or de la planification économique avec 4 plans de développement de 5 ans. Le premier plan donne des résultats au-delà de toute espérance. Tous les agrégats macroéconomiques du pays sont au vert. Le contexte ne pouvait donc être plus favorable pour amorcer le second plan. Il est marqué par des évolutions sociales très notables. Des hausses de salaire touchent toutes les catégories de la population. Le gouvernement relève le prix à la production des produits agricoles et exonère les paysans de la taxe civique. Et même si le plan n'atteint pas entièrement ses objectifs, il reste marqué par une progression constante du produit intérieur brut qui connaît une hausse de plus de 6 points entre 1973 et 1975 en passant à 120 milliards. Entre 1976 et 1980, le troisième plan a permis à l'État de s'investir dans une politique plus volontariste et plus audacieuse encore pour lancer les bases réelles d'une indépendance économique. Une 50aine de sociétés d'économie mixte sont lancées. Elles vont de l'agroalimentaire à l'industrie chimique en passant par l'industrie lourde et celle du tourisme. Ce troisième plan crée des structures socio-sanitaires, écoles et hôpitaux et intensifie la formation et la mobilisation avec comme impact une amélioration très sensible du niveau de vie des populations dans les villes comme dans les campagnes. En 1981, le quatrième plan poursuit la construction des infrastructures et se tourne essentiellement vers les communications comme véhicule du développement. Le port de Lomé se modernise, des routes sont construites et les télécommunications remises à niveau. Le plan recherche également l'autosuffisance alimentaire par la maîtrise de l'eau, l'intensification de la production agricole, de l'élevage et la sauvegarde de l'environnement. Malgré ces résultats prometteurs, l'exécution de ce plan sera interrompue par l'introduction par la Banque mondiale des politiques d'ajustement structurel. Au total, les 2 décennies de planification auront permis de lancer près d'une 50aine de sociétés relevant du secteur public,
les organismes financiers, industrie, mines, commerce et transport. Malgré leur caractère très volontariste et un taux de croissance très élevé, environ 7%, les insuffisances de la gestion étatique se font vite sentir, accentuées par la péjoration de l'environnement économique international, marquée par une envolée des prix du pétrole, une détérioration des termes de l'échange avec l'effondrement du cours des matières premières et l'accentuation du service de la dette. Un coup de frein est ainsi donné aux investissements dès les années 1980. Ils sont définitivement suspendus dans les années 90. Sous la contrainte, l'État se voit dicter son désengagement des secteurs marchands. Enfin stratège, le général s'adapte et s'approprie cette nouvelle vision. Il marque sa volonté de redynamiser l'initiative privée. Objectif, créer un tissu industriel plus performant, plus efficace. Une nouvelle politique met en place en septembre 1984 un ministère des sociétés d'État. Il a pour mission d'accompagner son désengagement. Un diagnostic ainsi qu'un inventaire de l'ensemble des sociétés publiques sont établis et des garanties pour sauvegarder les intérêts de l'État mises en place. Pour parachever cette politique de privatisation, le président Eyadema lance la zone franche de transformation pour l'exportation. Il organise pour la première fois une grande conférence internationale sur les zones franches qui réunit à Lomé 1000 participants de 45 pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Par la loi du 18 septembre 1989, le Togo a institué une zone franche de transformation pour l'exportation couvrant l'ensemble de son territoire. Le but recherché par la politique des zones franches est d'aider par un encadrement réglementaire plus libéral à offrir de meilleures conditions de compétitivité par une incitation fiscale et une simplification des procédures avec la création d'un guichet unique. La preuve pour les Togolais de la justesse des choix d'un homme qui, sans arrêt, a travaillé à la recherche du bonheur de son peuple. Il n'y a pas d'économie sans échanges commerciaux. Pour assurer une fluidité absolue aux flux commerciaux, aussi bien nationaux qu'internationaux, le Togo de Eyadema construit des espaces économiques, aussi bien sur le plan réglementaire et juridique, à travers les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, que sur le plan physique, avec la construction ou la réfection de grandes infrastructures de communication. Le port et l'aéroport de Lomé, les routes pour rejoindre tous les pays de la sous-région, ainsi que de grands marchés. 13 marchés, dont 2 très grands dans la capitale, ont construit l'essor des Nana Benz, grandes commerçantes togolaises de réputation internationale qui, à un moment, détenaient plus de 60% du marché des tissus pagnes de l'Afrique de l'Ouest. Quant au commerce, a pu générer un excédent de 16 milliards en 1974. Pour redresser quelque peu sa balance des paiements, le Togo a dû développer une politique touristique très volontariste qui repose sur la construction de réceptifs très prestigieux comme l'hôtel 2 février à Lomé. Avant les troubles sociopolitiques, le tourisme crée plus de 2000 emplois. Avec plus de 6 milliards de recettes, il était devenu la seconde source de devises du pays. De la même façon, il n'y a pas aussi d'économie sans agriculture. Qui plus est, dans un pays à vocation agricole par définition, avec plus de 80% de population rurale et une agriculture qui produit à elle seule 60% des exportations. Trop bien conscient de cette situation, le jeune dirigeant qui était alors le président Eyadema lance la révolution verte immédiatement après son arrivée au pouvoir. Ses objectifs étaient doubles. Enrayer le spectre de la faim et soulager la balance commerciale du pays du poids des importations alimentaires. Réforme agraire et foncière, structure d'appui, d'encadrement et de promotion. En 1974, tous les moyens sont mis en œuvre pour que le pays produise en quantité et en qualité les produits vivriers dont il a besoin. Le 31 mai de la même année,
fut même décrété de façon symbolique jour du retour à la terre, pendant que l'année suivante fut celle du paysan, avec, à la clé, une exonération pour le monde rural de la taxe civique, une prime pour l'encourager à produire plus et préserver son pouvoir d'achat. Ainsi donc, dès 1974, campagne de communication politique, de mobilisation sociale, foires agricoles et manifestations diverses se succèdent pour porter la voix du président dans les hameaux les plus reculés et les convaincre de tout mettre en œuvre pour tripler en 5 ans la production de cacao, de café, d'huile de palme et de cultures vivrières pour atteindre l'autosuffisance alimentaire pendant ces 5 ans. La Révolution verte est ainsi lancée. Elle culminera en 1977 avec naturellement comme père le président Eyadema. Les résultats sont là. Pour la première fois, le pays atteint l'autosuffisance alimentaire et exporte même des produits vivriers. Ces talents du pays sera malheureusement brisé par les dérapages de la démocratisation, faisant qu'aujourd'hui, plusieurs Togolais restent nostalgiques de ces belles années de la Révolution verte.